Je suis écœuré par toutes les conneries qu'on raconte sur nos vies. Derrière cette colère, beaucoup voient surtout un homme qui sent son empire vaciller. En mai 2026, Guillaume Canet choque Cannes en offrant le rôle principal de Karma à Marion Cotillard, quelques mois après leur rupture. Génie obsessionnel ou homme incapable de tourner la page? Derrière l'image du couple parfait du cinéma français, les rumeurs, les trahisons supposées et la peur de vieillir n'ont jamais cessé de gronder. Guillaume Canet n'était pas destiné au cinéma. Avant les tapis rouges, avant les Césars, avant Marion Cotillard et les scandales, il y avait les chevaux. Dans les écuries familiales de Boulogne-Billancourt, le jeune Guillaume grandit avec l'obsession du saut d'obstacle. Élégant, discipliné, presque aristocratique dans son rapport au sport, il intègre très tôt les compétitions de haut niveau et rejoint même l'équipe de France junior d'équitation. À cette époque, personne n'imagine encore qu'il deviendra l'un des visages les plus célèbres du cinéma français. Lui non plus. Puis vient la chute. Violente, brutale. Un accident à cheval à 18 ans pulvérise son avenir sportif. Ceux qui l'ont connu à cette période racontent un garçon incapable d'accepter l'échec, enfermé dans une frustration immense. Guillaume Canet perd alors plus qu'une carrière rêvée. Il perd l'identité qui s'était construite depuis l'enfance. Et peut-être que tout commence là. Cette peur permanente de ne plus être assez fort, plus assez désiré, plus assez admiré. Il se tourne vers le théâtre presque par hasard et entre au cours Florent. Très vite, quelque chose frappe les réalisateurs, cette manière de mélanger fragilité et arrogance naturelle. Guillaume possède déjà ce regard inquiet qui deviendra sa signature. Il débute dans des séries, des publicités, quelques rôles modestes. Mais le cinéma français adore fabriquer des hommes qu'on fantasme autant qu'on observe. Et lui correspond parfaitement à cette nouvelle génération plus sensuelle, plus nerveuse, moins figée que les icônes classiques des années 80. À la fin des années 90, tout s'accélère. Barracuda lui apporte ses premières récompenses, puis viennent, en plein cœur, La fidélité, avec Sophie Marceau, et surtout The Beach, de Danny Boyle, aux côtés de Leonardo DiCaprio. Guillaume Canet devient soudain le Français qui peut séduire Hollywood sans perdre son identité européenne. La presse commence à parler de lui comme d'un golden boy du cinéma français, beau, ambitieux, cultivé, sportif, élégant. Trop parfait peut-être, car pendant que sa carrière explose, sa vie sentimentale devient déjà un terrain de fascination médiatique. Les magazines lui prêtent rapidement plusieurs histoires discrètes dans le milieu artistique. Des actrices, des mannequins, des complicités jamais confirmées. Rien de scandaleux encore, mais un détail intrigue déjà les journalistes. Guillaume semble incapable de vivre seul, comme si l'amour devait constamment servir de miroir à son succès. C'est aussi à cette période qu'il rencontre plusieurs femmes qui marqueront profondément sa trajectoire. Diane Kruger d'abord, encore mannequin allemande en pleine ascension, puis Marion Cotillard, jeune actrice magnétique du cinéma français. Officiellement, il ne se passe rien. Officieusement, beaucoup racontent déjà des regards trop insistants, des liens plus complexes qu'ils ne veulent l'admettre. Le plus troublant chez Guillaume Canet, c'est cette dualité permanente. D'un côté, un homme qui travaille énormément, obsédé par la réussite, capable de passer derrière la caméra pour imposer sa vision. De l'autre, quelqu'un qui semble chercher sans cesse une validation affective. Les proches parlent d'un perfectionniste anxieux. Les tabloïds, eux, préfèrent une autre version, celle d'un séducteur incapable de résister à l'attention qu'il provoque. Et plus sa célébrité grandit, plus cette frontière devient floue. Au début des années 2000, Guillaume Canet n'est déjà plus seulement un acteur prometteur. Il devient une projection collective du fantasme masculin français. Mais derrière cette image lisse, une question commence doucement à émerger. Jusqu'où un homme peut-il courir après l'amour, la jeunesse et le regard des autres, avant de finir par se perdre lui-même? Quand Guillaume Canet rencontre Diane Kruger à la fin des années 90, tout ressemble à un scénario écrit pour les magazines de luxe. Lui est le nouvel espoir du cinéma français. Elle, une mannequin allemande au visage presque irréel, déjà promise à une carrière internationale. Ensemble, ils forment immédiatement ce que la presse adore, un couple photogénique, élégant,
parfaitement exportables. Dans les soirées parisiennes, on les regarde comme deux futurs souverains du glamour européen. Le mariage arrive vite, en 2001. Trop vite, diront certains plus tard. Mais à cette époque, Guillaume semble sincèrement fasciné par Diane. Elle apporte cette sophistication froide qui contraste avec son tempérament plus instinctif. Les photographes capturent leurs apparitions comme des campagnes de mode vivantes. On les compare parfois à une version française de ces couples hollywoodiens capables de transformer chaque sortie publique en événement médiatique. Pourtant, derrière les flashs, la mécanique commence déjà à se dérégler. Diane Kruger rêve d'international. Hollywood l'attire. Les tournages s'enchaînent, les voyages deviennent constants. Guillaume, lui, reste profondément attaché au cinéma français et à son besoin de contrôle artistique. Deux ambitions différentes, deux rythmes de vie incompatibles. Très vite, les absences s'accumulent. Les proches racontent des retrouvailles de plus en plus froides, des silences qui remplacent les conversations. La presse française sent rapidement les fissures. Des rumeurs de distance émotionnelle apparaissent dès 2003. Officiellement, le couple continue d'afficher une image impeccable. Officieusement, plusieurs journalistes racontent déjà qu'ils vivent presque séparément une partie de l'année. Guillaume travaille sans arrêt. Diane s'éloigne vers une carrière internationale qui la transforme peu à peu en star mondiale. Et puis, il y a cette autre présence, discrète mais persistante, Marion Cotillard. À l'époque, personne n'ose encore parler ouvertement d'une histoire entre Guillaume et Marion. Pourtant, après Jeux d'enfants, Love Me If You Dare, quelque chose trouble profondément le public français. Leur alchimie paraît trop intense pour être entièrement fictive. Certains critiques disent même que le film ressemble moins à une romance jouée qu'à une tension réelle capturée par la caméra. Pendant ce temps, le mariage avec Diane s'essouffle lentement, sans scandale public, sans cri, presque avec élégance. Et c'est peut-être ce qui rend leur rupture encore plus étrange. En 2006, après 5 ans de mariage, ils divorcent dans un calme inhabituel pour deux célébrités aussi exposées. Aucun règlement de compte médiatique, aucun livre confession, rien. Mais ce silence nourrit immédiatement les spéculations. Car quelques mois plus tard, Guillaume Canet se rapproche officiellement de Marion Cotillard. Pour beaucoup, la chronologie paraît trop parfaite pour être totalement innocente. Les tabloïds français commencent alors à construire une autre image de lui, celle d'un homme qui tombe amoureux avant même d'avoir quitté l'histoire précédente. Diane, elle, ne parlera presque jamais publiquement de cette séparation. Ce mutisme fascine encore aujourd'hui. Était-ce une rupture paisible ou simplement une douleur gardée loin des caméras? Une chose devient certaine à ce moment-là. Derrière le sourire impeccable de Guillaume Canet, les histoires d'amour commencent déjà à laisser des traces invisibles. Guillaume Canet et Marion Cotillard se croisent pour la première fois en 1997. À l'époque, rien ne laisse encore deviner qu'ils deviendront l'un des couples les plus fascinants du cinéma français. Lui cherche encore sa place. Elle n'est pas encore l'icône oscarisée que Hollywood s'arrachera quelques années plus tard. Pourtant, plusieurs proches racontent déjà une attirance immédiate, presque gênante par son intensité. Mais le vrai basculement arrive avec Jeux d'enfants en 2003. Le film devient rapidement culte, pas seulement pour son scénario étrange et cruel, mais pour cette tension électrique entre eux. Chaque regard semble trop vrai. Chaque silence paraît chargé d'autre chose qu'un simple jeu d'acteurs. Dans les médias français, une question commence à circuler avec insistance. Guillaume et Marion jouent-ils vraiment? Ou sont-ils déjà en train de tomber amoureux? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, aucun des deux n'est libre. Guillaume est encore marié à Diane Kruger. Marion partage sa vie avec le comédien Stéphane Dion. Officiellement, il n'existe donc aucune histoire. Officieusement, les rumeurs explosent. Les magazines dissèquent leurs interviews, leurs gestes, leurs apparitions publiques. Certains journalistes vont jusqu'à analyser image par image certaines scènes du film pour prouver que quelque chose dépasse la fiction. Eux nient tout pendant des années. Et c'est précisément ce flou qui nourrit la fascination. La France adore les histoires d'amour élégantes, impossibles, presque littéraires.
Guillaume et Marion deviennent peu à peu ce fantasme-là. Deux artistes liés par une connexion évidente, mais empêchés par le timing, les carrières, les autres relations. Une romance suspendue. Puis, tout change en 2007. Après le divorce de Guillaume Canet avec Diane Kruger, lui et Marion officialisent enfin leur relation. Immédiatement, l'opinion publique les transforme en symboles absolus du cinéma français moderne. Ils ne se marient pas, refusent les excès hollywoodiens, protègent leurs enfants, apparaissent rarement ensemble dans les médias. Cette discrétion devient leur force. Plus ils cachent leur intimité, plus le public projette sur eux une perfection presque irréelle. Pendant près de 2 décennies, leur histoire semble défier les lois habituelles des couples célèbres. Marion continue de tourner à Hollywood, Guillaume enchaîne les succès comme réalisateur et acteur. Ensemble, ils donnent l'impression d'avoir trouvé l'équilibre impossible entre célébrité mondiale et vie familiale protégée. Mais derrière cette image, certains détails intriguent. Guillaume apparaît parfois nerveux face aux interviews évoquant Marion. Comme si leur relation représentait à la fois son plus grand refuge et sa plus grande fragilité. Plusieurs journalistes français remarquent aussi son besoin constant d'être reconnu au même niveau qu'elle, surtout après l'Oscar remporté par Marion Cotillard pour La Môme. Une admiration immense semble exister entre eux, mais aussi une forme de compétition silencieuse. Et puis, il y a les absences, les tournages séparés, les périodes où chacun vit dans un pays différent. Dans les cercles médiatiques parisiens, on murmure déjà que leur histoire fonctionne justement parce qu'ils passent beaucoup de temps loin l'un de l'autre. Pourtant, malgré les rumeurs, ils restent longtemps intouchables. Jusqu'au jour où les scandales extérieurs commencent lentement à fissurer cette image parfaite. Après son divorce avec Diane Kruger, Guillaume Canet devient soudain l'homme le plus observé de la presse people française. Chaque apparition déclenche des spéculations. Chaque proximité féminine alimente une nouvelle rumeur. Il y a Carla Bruni, dont la complicité avec lui fait parler certains magazines au début des années 2000. Puis Élodie Navarre, amie proche devenue sujet favori des tabloïds pendant plusieurs mois. Rien n'est officiellement confirmé, mais une image commence à s'installer durablement. Guillaume Canet serait incapable de vivre sans passion amoureuse autour de lui. Cette réputation le suit même après son installation avec Marion Cotillard. Car malgré leur statut de couple mythique, les médias français n'arrêtent jamais totalement de chercher les failles. Peut-être parce que leur histoire semblait trop parfaite pour être entièrement vraie. Deux stars magnifiques, talentueuses, discrètes, presque jamais éclaboussées par les scandales publics. Le public finit toujours par soupçonner un secret derrière les images impeccables. Et le séisme arrive en 2016. Marion Cotillard tourne Allied avec Brad Pitt. Très vite, Hollywood explose de rumeurs affirmant qu'une liaison serait née entre eux pendant le tournage. Lorsqu'Angelina Jolie demande le divorce quelques semaines plus tard, certains médias américains désignent immédiatement Marion comme la troisième personne du couple le plus célèbre du monde. En quelques jours, l'actrice française devient la cible d'une violence médiatique gigantesque. Pour Guillaume Canet, c'est un moment de rupture. Lui qui déteste exposer sa vie privée, publie alors un message extrêmement agressif pour défendre Marion. Il attaque les tabloïds, parle de conneries, accuse la presse de salir leur famille. Cette prise de parole choque parce qu'elle révèle une colère rarement visible chez lui. Derrière le compagnon protecteur, beaucoup découvrent un homme épuisé par des années de surveillance médiatique. Mais paradoxalement, cette affaire marque aussi le début d'un changement dans l'image du couple. Après le scandale Brad Pitt, les rumeurs autour de Guillaume deviennent plus insistantes. Sur certains forums français et internationaux, des internautes évoquent sa proximité supposée avec de jeunes actrices ou partenaires de tournage. Aucun scandale majeur n'éclate réellement. Aucune preuve concrète n'apparaît. Pourtant, cette impression de malaise grandit lentement autour de lui. Des journalistes culturels commencent aussi à noter une transformation plus subtile. Guillaume semble obsédé par le temps qui passe. Son apparence change. Son humour devient plus amer. Ses interviews oscillent entre autodérision et agressivité. Certains proches parlent d'un homme de plus en plus inquiet de perdre sa place dans une industrie fascinée par la jeunesse. Pendant ce temps,
Marion Cotillard reste silencieuse, presque trop silencieuse. Et ce silence nourrit toutes les interprétations. Supporte-t-elle des tensions invisibles depuis des années? Protège-t-elle simplement sa famille? Ou le couple est-il déjà plus fragile qu'il n'y paraît? Ce qui rend leur histoire si fascinante, c'est justement cette impossibilité de savoir où s'arrête la vérité et où commence la projection collective. Car plus Guillaume Canet tente de défendre son intimité, plus le public semble convaincu que Norage couve derrière les murs de cette relation légendaire. Le problème avec Guillaume Canet, c'est que plus il cherchait à prouver qu'il était un auteur ambitieux, plus les échecs devenaient visibles. Pendant longtemps, le public français lui avait pardonné presque toutes ses contradictions grâce à son charme et à ses succès. Mais au début des années 2010, quelque chose commence à se fissurer brutalement. En 2013, Blood Ties devait être son grand coup américain. Casting prestigieux. Budget important. Atmosphère new-yorkaise pensée pour séduire Hollywood. Guillaume rêve alors de devenir ce rare réalisateur français capable d'exister des deux côtés de l'Atlantique. Pourtant, à sa sortie, le film s'effondre. Les critiques parlent d'un cinéma élégant mais froid, trop inspiré des classiques américains, sans posséder leur puissance. Certains journalistes français vont plus loin. Selon eux, Guillaume Canet veut être un réalisateur international avant même d'avoir trouvé une identité totalement stable. L'échec le touche profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son image de Golden Boy semble vaciller. Dans plusieurs interviews, il apparaît plus nerveux, plus défensif, comme si chaque critique atteignait directement quelque chose de personnel. Et autour de lui, les réseaux sociaux commencent à devenir un nouveau terrain dangereux. En 2018, une publication Instagram déclenche une polémique inattendue. Guillaume partage un mème opposant les hommes d'avant à ceux aperçus pendant la Fashion Week parisienne. Ce qu'il considère visiblement comme une plaisanterie nostalgique provoque immédiatement une vague de critiques. On l'accuse de mépris, de caricature maladroite, voire d'arrogance envers certaines évolutions culturelles. Face à l'ampleur des réactions, il supprime discrètement la publication. Le détail semble mineur. Pourtant, il révèle un changement important. Guillaume Canet n'est plus protégé automatiquement par l'opinion publique. Chaque faux pas devient désormais amplifié. Chaque maladresse alimente l'idée d'un homme qui supporte mal un monde en train de changer autour de lui. Puis arrive Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en 2023. Le projet devait être monumental. Guillaume réalise, joue Astérix et réunit une production gigantesque. Mais avant même sa sortie, les médias français parlent déjà du budget colossal, des tensions internes et des ambitions démesurées du film. Quand le long métrage arrive enfin en salle, la réaction devient extrêmement violente. Les critiques démolissent le scénario. Les réseaux sociaux se moquent des dialogues, du style visuel, de l'humour jugé artificiel. Certains parlent même d'un désastre industriel. Pour Guillaume Canet, le choc est brutal, car il ne s'agit plus seulement d'un revers artistique. C'est son statut même qui semble attaqué. Pendant des mois, les plateaux télé et les journaux culturels français posent la même question avec une cruauté croissante. Guillaume Canet est-il devenu un symbole d'un cinéma français dépassé? Et derrière cette chute médiatique, une autre inquiétude apparaît plus clairement encore, la peur de l'effacement. Car plus les critiques se multiplient, plus Guillaume semble lutter contre quelque chose de plus intime qu'un simple échec professionnel. Comme si chaque film mal reçu confirmait secrètement la hantise qui le poursuit depuis des années, celle de ne plus être désiré, admiré, indispensable. À ce moment-là, même son histoire avec Marion Cotillard commence à paraître différente aux yeux du public. Non plus comme un conte moderne, mais comme une forteresse qui fatigue lentement sous le poids des années, des rumeurs et des désillusions. En 2017, Guillaume Canet prend une décision que beaucoup jugent presque suicidaire pour son image. Il écrit, réalise et joue dans Rock'n'Roll, un film où il détruit méthodiquement le personnage séduisant que le public projette sur lui depuis 20 ans. Fini le héros romantique élégant. Il se montre jaloux, ridicule, obsédé par son âge, terrorisé à l'idée d'être remplacé par des acteurs plus jeunes. Le plus troublant reste la transformation physique. Dans certaines scènes,
son visage gonflé par des injections devient presque grotesque. Guillaume accepte volontairement d'apparaître défiguré à l'écran, une manière de rire de lui-même ou peut-être d'avouer une peur bien réelle. Marion Cotillard entre elle aussi dans ce jeu étrange. Elle apparaît méconnaissable, excessive, presque absurde. Le couple mythique du cinéma français devient soudain une caricature de célébrité en crise. Certains spectateurs trouvent le film brillant, d'autres y voient le signe d'un profond malaise psychologique. Car derrière l'humour noir de rock'n'roll, beaucoup reconnaissent une vérité plus douloureuse. Guillaume Canet semble incapable d'accepter le temps qui passe, comme si chaque ride menaçait directement son identité entière. Les critiques deviennent alors plus cruelles. On ne parle plus seulement de ses films ou de ses rumeurs sentimentales, mais d'un homme en lutte permanente contre son propre déclin. Et peut-être que le plus tragique dans cette histoire, ce n'est pas la chute médiatique. C'est l'impression qu'au fond, Guillaume Canet savait déjà exactement ce qui était en train de lui arriver. Puis arrive 2025. Guillaume Canet et Marion Cotillard annoncent leur séparation après 18 ans d'amour. Aucun scandale public, aucun règlement de compte, juste un silence immense. Et quelques mois plus tard, Karma les réunit encore à l'écran, comme si ni le cinéma, ni les sentiments n'acceptaient vraiment la rupture. Alors une question demeure. Certains couples cessent-ils réellement de s'aimer ou finissent-ils simplement par ne plus savoir survivre ensemble?